Chers amis de la presse, bonjour. De prime abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu de bonne grâce à mon invitation et d'accorder une attention particulière à notre parti UDPS. En effet, votre présence en ces lieux témoigne de l'importance que vous donnez à ce parti historique qui a combattu la dictature pendant plusieurs années. Je remercie également les fondateurs de ce parti, dont certains sont encore avec nous. Je remercie surtout Papa Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui nous a forgé et inculqué sa vision du peuple d'abord. Je remercie enfin notre président de la République, qui ne ménage aucun effort pour poursuivre et pérenniser cette vision en vue d'assurer le bien-être du peuple congolais. Chers amis de la presse, si je vous ai invité ce jour dans cette majestueuse salle, c'est pour que je vous dise tout haut et en face ce que beaucoup de membres de notre parti disent tout bas. Mais auparavant, je voudrais apporter un éclaircissement par rapport à l'évolution de cette crise qui, à mon avis, aurait pu être résolue en interne. Mais malheureusement, et à mon grand étonnement, est devenue publique suite à un manque de collaboration franche entre nous, membres de l'UDPS. En effet, j'ai personnellement appelé notre secrétaire général pour que nous nous rencontrions pour discuter en face de la gestion de notre parti et que je lui remette la lettre que je lui ai écrite en main propre. Hélas, il m'a fait marcher. Un jour, UDPS viva. Un jour, il m'a donné rendez-vous à la permanence à 14 h. Je suis arrivé à 14 h, mais lui est arrivé à 17 h. À 17 h, il est passé directement à animer la matinée politique. Je me suis dit, je l'attends après la matinée politique. Je l'ai accompagné après la matinée politique et on parlait. Je lui ai remis la lettre. Je lui ai dit, voilà la lettre de mes observations par rapport à la gestion du parti et quelques recommandations que j'ai faites. Il a refusé carrément de prendre ma lettre. Il a dit qu'on se rencontre plutôt le lendemain dans son bureau privé. Et je suis arrivé au bureau privé à 15 h, parce qu'il m'a dit de le voir à 15 h au bureau privé. J'arrive là-bas, tout le bureau était fermé, il n'y avait personne. J'ai patienté pendant 15 minutes. Après, j'ai vu un de ses secrétaires entrer au bureau, dans la parcelle, parce que le bureau était fermé. J'ai résolu de remettre à son secrétaire cette lettre. Et le secrétaire, 2 heures après, il m'appelle pour me dire, voilà, le secrétaire général a une fois de plus refusé de prendre cette lettre.
Moi, je pensais qu'il allait prendre la lettre, qu'il la lise et qu'il m'appelle pour qu'on puisse en discuter en face. Alors, quand il a refusé pour la deuxième fois, je me suis dit, cette fois-ci, je vais lui remettre la lettre par la voie officielle. Je suis allé à la permanence, j'ai envoyé un de mes collaborateurs qui est allé déposer la lettre. Il a déposé la lettre et moi j'attendais qu'il m'appelle. Et malheureusement, il a appelé d'autres personnes pour me contacter. Mais moi, je me suis dit, cette fois-là, je vais aller de l'avant. Chers amis de la presse, depuis plusieurs années, nous assistons à une grogne généralisée de plusieurs membres du parti qui se plaignent de la façon dont notre parti UDPS est géré. Aujourd'hui, nous nous levons avec 95% de combattants. Pour mettre définitivement fin à cette méthode de gestion qui fait tomber à déliquescence notre parti, le fait reculer, et ce, dans le dessein bien compris de redorer le blason de notre parti sur le point d'être terni et de mieux accompagner notre leader incontestable et autorité de référence, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et de mieux préparer les élections de 2028. Je qualifie son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de leader incontesté et incontestable pour répondre à nos frères qui se sont réunis il y a quelques semaines à l'université de Kinshasa et qui ont affirmé que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, notre pays souffre d'un manque de leadership. Je les invite à analyser scrupuleusement l'histoire de notre pays et ils remarqueront que toutes les fois que notre pays est dirigé par un véritable fils du pays, animé d'un esprit patriotique, les ennemis de notre pays interviennent toujours, soit pour l'éliminer physiquement, soit pour lui compliquer la tâche en vue de continuer à faire couper notre République démocratique du Congo dans le sous-développement et son peuple dans la misère. Je citerai par exemple le cas du Premier ministre Patrice Emery Lumumba et du président Mzee Laurent Désiré Kabila, qui étaient froidement assassinés par les ennemis du Congo à cause de leur dévouement à défendre la cause de notre pays. Leur successeur, un grand nationaliste, digne fils de notre pays, épris d'un amour authentique, avéré et inaltéré pour la République démocratique du Congo, en l'occurrence le président actuel, son Excellence, Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès son élection en 2018, fournit inlassablement et infatigablement de nombreux efforts pour mettre notre pays sur le rail de développement. Mais les ennemis
de notre pays lui mettent le bâton dans le roue en lui imposant une guerre injuste à l'est de notre pays pour condamner notre pays au sous-développement. Nous profitons de cette occasion pour dire aux compatriotes de l'Est qu'ils ne sont pas seuls. Tout le pays est de cœur avec eux. Nous sommes tous victimes, directes ou indirectes, de cette guerre. Nous pensons fermement qu'avec les énormes efforts fournis par notre chef de l'État et son gouvernement, cette guerre prendra fin. Notre parti UDPS soutiendra le président de la République et le réarmera. Je m'excuse, je disais donc. Et le réarmera moralement pour qu'il ne se fatigue pas et qu'il continue à chercher des solutions idoines qui mettront fin à cette guerre. Notre parti se mettra également à mobiliser toute la nation congolaise contre la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses parrains. Ce soutien à l'effort de guerre constitue d'ailleurs une des raisons de notre combat pour la restructuration et la réorganisation de notre parti. Nous pensons que le président ne devrait pas se sentir seul dans cette guerre. Il devrait sentir qu'il y a des frères et sœurs de lutte, des frères et sœurs de champ politique qui sont à ses côtés pour l'accompagner. Nos frères et sœurs de l'Est devaient réaliser que le parti présidentiel UDPS mobilise la population pour qu'elle participe activement à l'effort de guerre. Au demeurant, rien n'est encore perdu. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt, ça je vous l'assure. Je disais ceci. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt. Chers amis de la presse, revenons à ce qui nous a motivés pour enclencher la lutte pour la réorganisation du parti. Je voudrais faire référence à la lettre que j'ai adressée au secrétaire général du parti. Dans cette lettre, j'ai ressorti 23 points qui caractérisent la mégestion de notre parti actuellement. Nous avions pris notre temps pour mener des analyses minutieuses et objectives des causes de la mégestion de notre parti et nous avons ressorti ces 23 points. Rassurez-vous, j'ai des preuves scientifiques pour ces 23 points. Lors de la matinée politique de la semaine passée, j'aurais bien voulu que notre secrétaire général nous démontrât les contre-vérités sur chacun de ces points, mais malheureusement, il s'est contenté de dire que le docteur Eteni est innocent. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas auteur de cette lettre. On la lui a amenée pour qu'il la pose sa signature. Ce genre de raisonnement n'est pas nouveau pour nous, les membres de l'UDPS. On connaît cette chanson-là. À chaque fois que vous voulez dire à notre secrétaire général des vérités par rapport à la gestion du parti,
il dit voilà, Ezayote, Naïbi Moutola Simana. Bazotindayo. Compte tenu de contraintes de temps, nous allons ici nous limiter à énumérer les 23 observations sur la mégestion et les recommandations que nous avons faites. Vous trouverez des détails parce qu'on va vous distribuer cette lettre parce qu'elle est devenue publique. On va vous distribuer des copies. Problèmes liés à la gestion du parti. J'en ai dénombré 23. Le premier groupe sont des problèmes qui concernent les comportements personnels de notre secrétaire général. L'hygiène chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Les écarts de langage pendant la matinée politique. Vous n'êtes sans ignorer qu'à un moment donné, pendant une matinée politique, il voulait causer des troubles entre deux communautés par rapport à ce qu'il a dit. Je ne vais pas le répéter ici. De deux, le manque de considération à l'égard de ses collaborateurs. Notre secrétaire général peut vous gronder devant tout le monde, peut vous humilier devant tout le monde. Et ça, ce n'est pas bon pour la cohésion du parti. Le non-respect de temps pendant les réunions que lui-même organise. Il peut organiser une réunion à 14 h, mais lui-même, il arrive à 18 h ou à 19 h. Le deuxième groupe de problèmes de mégestion sont liés à l'institutionnalisation d'un système de gestion personnalisé du parti. Donc il n'y a que lui au parti. Toutes les tâches sont concentrées sur sa seule personne. Secrétaire du parti, communicateur du parti, gestionnaire du parti. Le manque d'un système de gestion administrative institutionnalisé et professionnel du parti. Et c'est ce qui fait que le fonctionnement du parti laisse à désirer. Troisième groupe de points de mégestion, absence d'une cellule de réflexion stratégique. Moi, quand je suis arrivé à l'IDPS, j'ai commencé d'abord par intégrer une cellule de réflexion qu'on appelait Cérébro. Toutes ces cellules n'existent plus. Donc, toutes les stratégies et toutes les anticipations des événements politiques sont faites par lui-même, et parfois avec erreur. Manque au niveau du parti d'une stratégie politique d'accompagnement
et de soutien au chef de l'État. Nous n'avons pas cette stratégie-là. Vous savez, le chef de l'État est en train de connaître, qu'on se le dise, des moments difficiles par rapport à la guerre à l'Est. Il fallait que notre parti puisse l'accompagner. Qu'il puisse sentir que... Qu'il puisse sentir qu'il a des frères et sœurs avec qui il a évolué depuis des années, qui sont là à côté de lui en train de l'encourager. Mais nous ne faisons pas ça. Absence de leader IDPS dans beaucoup de territoires ici. C'est ce qui a fait que nous avons connu un problème très grave et très difficile pendant les élections pour la sélection de nos candidats députés. Qu'on se le dise, nous avons recouru à d'autres personnes qui sont venues à l'UDPS le même jour et qu'on a classé sur la liste. Tout simplement, je vais aller vite, tout simplement parce que pendant les 5 ans passés, nous ne nous sommes pas planifiés, nous n'avons pas préparé les élections de 2023. Tout était improvisé. Moi qui vous parle maintenant, j'étais dans ma circonscription à l'intérieur. J'ai reçu, parce qu'on nous exigeait par la CENI, le reçu de paiement de la caution. Moi, je l'ai reçu 2 heures avant la clôture. Et pourtant, la CENI avait donné une période de 3 semaines ou d'1 mois. Mais j'ai reçu cette facture de reçu à 2 heures avant la fermeture. L'UDPS et ses partis mosaïques n'ont pas pu avoir la majorité absolue au Parlement. Que personne ne vous trompe. Si on avait atteint la majorité, on allait avoir la présidence de l'Assemblée nationale. On allait également avoir la présidence du Sénat. D'autres partis l'ont fait. Pourquoi pas nous? C'est tout simplement parce que j'ai appris qu'on vous chante 150 députés, 75 députés IDPS, 75 députés de Mosaïque. C'est ce qui était important. IDPS viva. Ce qui était important, et je crois que si nous nous sommes préparés d'avance, pendant les 5 ans, on allait avoir plus de 250 députés. Et je vous rassure, avec cette réforme que nous allons commencer, nous aurons plus de 300 députés en tout. UDPS viva! Viva! Manque d'accompagnement opérationnel de nos structures de base. Nos fédérations ne sont pas accompagnées. Nos sections ne sont pas accompagnées. Nos cellules ne sont pas accompagnées. Nos structures spécialisées ne sont pas accompagnées. Les fédérations sont abandonnées à leur triste sort. Il n'y a pas de communication entre le niveau national et les fédérations. Moi, j'ai été secrétaire général adjoint. Les fédéraux viennent me trouver pour se plaindre par rapport à ce problème-là. On peut envoyer une lettre ici sur le secrétaire général et ça sera pendant longtemps sans suite. Et les fédéraux peuvent venir ici à Kinshasa, ils ne sont pas reçus. L'implantation, l'implantation de notre parti dans le coin, les recoins de notre pays laisse à désirer.
Quand vous allez à l'intérieur, je sais que vous êtes des Guinois, beaucoup d'entre vous ne voyagent pas à l'intérieur du pays, mais quand vous allez là-bas, ce grand parti de masse que notre père Étienne Tshisekedi a implanté partout, dans certains villages, ce grand parti n'est connu que de nom maintenant. Aucune activité du parti, aucun représentant du parti, aucun drapeau, aucun insigne du parti, tout simplement parce que le niveau national est mal organisé. L'incapacité de notre parti à résoudre des problèmes qui gangrènent certaines de nos fédérations. Les autres organes et structures spécialisées du parti, notamment la Convention démocratique du parti et l'école du parti, ne fonctionnent pas. Le clientélisme dans la nomination de membres du parti. Il ne fait pas. Le clientélisme dans la nomination de cadres du parti. Ça, j'ai un exemple patent. Quand j'étais ministre de la Santé, il y a une dame qui est venue me voir, qui n'était pas de l'UDPS, en 2021, au début. J'ai dit, voilà, il faut me parrainer, parce que je voudrais intégrer l'UDPS. Je lui ai dit, je peux te parrainer, mais il faudrait rentrer à la cellule. C'est ce que je lui ai dit. Comme ça, tu viens me montrer ta carte, ton adhésion, comme ça, on pourra parler. Alors la dame s'est sentie frustrée. Un jour, je viens chez le secrétaire général, j'arrive là-bas, je trouve la dame. Ah bon? Quelques mois après, la dame était nommée administratrice. Il ne fait pas. Et pourtant, nous avons beaucoup de combattants qui ont commencé il y a des années. Nous avons beaucoup de dames qui ont commencé il y a des années. Et je n'ai pas compris pourquoi cette dame était nommée. Une dame qui n'a même pas fait une année au parti. Ça, c'est un exemple. J'en ai beaucoup. Il ne fait pas. Un autre point. Permettez-moi de parler au Valérie. Un autre point. Guerre de positionnement entre les membres du parti. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, on voulait étouffer nos deux structures. Le Parlement debout. Le Parlement debout est la force du progrès. Beaucoup de gens beaucoup de membres de cette structure étaient poursuivis, visités par des brigands la nuit,
Certains d'entre eux étaient même arrêtés. Vous me comprenez? UDPS viva! Certains cadres du parti utilisent abusivement leur position et leurs relations personnelles avec la police ou avec la justice pour régler des comptes à d'autres membres du parti. Je n'aime pas parler de moi, mais permettez-moi parce que j'ai entendu beaucoup de combattants me critiquer dans les réseaux sociaux à cause du Covid. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Je ne voudrais pas le dire pour garder la cohésion du parti. Vous savez les jours comment inviter au parquet de la Cour de cassation. Mon avocat m'avait dit, la veille, il y avait déjà des histoires boutiquées pour qu'on t'arrête, selon les informations de mon avocat. J'arrive au parquet, je me suis défendu. Et il était question, parce que je ne savais pas pourquoi on m'a convoqué au parquet, il était question que je rentre à la maison pour prendre mes éléments de défense. C'est comme ça qu'on s'est entendu avec le magistrat. Les magistrats sortent, il fait un coup de fil, après il rentre pour me dire voilà, vous êtes sous marque. Donc vous allez directement en prison en attendant le jugement. J'arrive à la prison. J'arrive à la prison. Le juge me suit à la prison. Et pendant le jugement, ils ont demandé au magistrat qui était là, pourquoi vous avez arrêté le docteur Ité? Le magistrat dit voilà, on l'a arrêté. On n'a pas encore de preuves, parce que le juge voulait avoir des preuves. Pourquoi on l'a arrêté? On n'a pas encore de preuves, mais nous voulons le garder en prison. Le juge a dit, vous ne pouvez pas vous amuser avec quelqu'un comme ça. Allez, il prend tes bagages, tu rentres à la maison. Et c'est comme ça que je suis sorti. Et pendant que j'étais en prison, il y avait un maître, celui de droits de l'homme, maître Kapiamba, qui connaissait bien mon dossier et qui m'a défendu. Et quand je suis sorti de la prison, je viens parler avec lui pour lui montrer des preuves. Il m'a dit voilà, je ne peux plus te défendre parce que j'ai reçu ce coup de fil qui venait de certains conseillers de la présidence. Et certains d'entre eux sont maintenant aujourd'hui ministres, qui m'ont dit, voilà, il faut laisser ce monsieur-là, il est dangereux. Il faut qu'on l'arrête. Moi, je me suis dit, je suis dangereux, comment? Depuis que je suis au parti, secrétaire général adjoint, je me suis chamaillé avec personne. Je suis d'un tempérament assez calme, je ne parle pas beaucoup. Si vous me voyez parler aujourd'hui, c'est parce que nous n'en avons marre. Alors, Maître Kapiamba me dit, voilà, je connais bien ton dossier, mais les gens à la présidence m'ont appelé, certains conseillers. L'IGF aussi l'a appelé pour dire pourquoi. Alors, je me suis dit, je vais me débrouiller autrement. Je suis allé chez mon avocat et nous sommes mis à chercher des solutions pour qu'on se défende. D'abord, on ne voulait pas qu'on me juge, parce que je suis resté comme ça pendant plus d'une année. On ne m'a pas appelé pour me juger. Et les jours qu'on m'a appelé, le magistrat, le juge était à 7. Et tout le monde était unanime que le docteur Ité n'avait rien fait. Vous savez ce qu'ils ont trouvé?
ils ont trouvé un manquant de 15 000 dollars. De 15 000 dollars. Et ce 15 000 dollars-là, moi-même, quand j'étais ministre, je savais celui qui avait volé ça. Il y avait un conseiller du FCC, parce qu'à l'époque, c'était FCC Cash. Mon vice-ministre avait amené, je crois que c'était 55% et 25%. Donc le FCC devrait amener 25% de conseillers et moi, je devais amener 75% de conseillers. Donc dans le 25% du FCC, il y avait un conseiller qui était chargé pendant la Covid Non, il était chargé de la logistique. Donc c'est lui qui s'occupait des achats et de suite. On avait besoin, oui, il s'appelait Kalonji. Il est condamné. Je cite son nom parce qu'il est condamné. Alors, il va à la FRIMA. Comment est-ce qu'on appelle la FRIMA? C'est pas où. Il s'attend avec les gens là-bas pour gonfler la facture. Donc c'était une facture normalement de 114 000 dollars pour 3 ambulances. Lui, il l'a gonflé à 130 pour récupérer le 15 000 dollars et quelque chose qui était resté. Alors, il vient avec la facture. Pendant la Covid, les banques ne fonctionnaient pas parce qu'on avait réduit les activités de service minimum et les banques ne fonctionnaient pas. On lui a remis l'argent pour aller acheter le droit d'ambulance. Il est arrivé, il a donné 115 000 dollars et il est resté avec le 15 000 dollars. Et après, quand j'étais ministre, j'ai appris ça. Certains de mes conseillers m'ont informé de ce vol. Moi, je l'ai dénoncé à la justice et on l'avait arrêté. Vous connaissez notre justice, qui est souvent critiquée par le chef de l'État. Et quelques temps après, je ne sais pas ce qu'il a fait, parce qu'il y avait des preuves. Quelqu'un qui vous amène une facture pro forma, et vous avez fait des recherches, vous avez trouvé, la CFA vous a envoyé la vraie facture. Vous avez les deux preuves là, mais malheureusement, on l'avait fait partie. Pourquoi? Parce qu'on voulait avoir la tête du ministre était 15 000 dollars. Alors, il est sorti. Moi, on m'a appelé par le juge. Tous les 7 juges étaient unanimes que Étienne n'avait rien fait. Le seul grief qu'ils ont trouvé dans ce dossier-là, c'était le 15 000 dollars. Et parfois, je vous dis, il ne faut pas suivre les bruits qui se passent dans les réseaux sociaux. L'IGF, il est très fort dans les réseaux sociaux. S'il accuse quelqu'un, attendez que les juges l'appellent. Parce que moi, je suis ce qui se passe dernièrement ici. Donc, il faut être très prudent. Moi, j'ai travaillé dans d'autres pays avec des services hygiéniques là-bas. Mais je n'ai jamais vu un service comme ça, qui est toujours dans le réseau, qui accuse tout le gouvernement des détourneurs, qui accuse tout le monde des détourneurs. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il peut travailler, et moi, à mon avis, il peut travailler et après remettre les conclusions au travail à la justice. Je sais que la loi lui permet de publier son rapport. Malheureusement, notre population prend ce rapport comme une vérité. C'est ça le problème. Et si maintenant, notre gouvernement, notre pouvoir est qualifié de détourneur, c'est à cause normalement de ça. À cause de ça. Tous ceux que vous entendez là ne sont pas des détourneurs. Il y a des fils et filles de ce pays qui travaillent avec amour de leur pays. Mais malheureusement, quand on parle de l'IGF, et c'est tout le monde qui en parle, et voilà des détourneurs, et ça, c'est une contre-propagande contre notre pouvoir. Et moi, je crois que les choses vont changer.
Et ils doivent changer. Je travaille dans d'autres pays, au Congo-Brazzaville, Niger, Côte d'Ivoire, Nigeria. Il y a aussi des IGF, mais qui ne sont pas dans les réseaux sociaux comme on le voit. C'est sensationnel. Son mode opératoire. Donc, quand j'étais acquitté, parce que le juge, il y a même un qui a parlé à mon avocat pour lui demander est-ce qu'il y a des problèmes politiques avec vos gens là-bas. À l'époque, je n'avais pas compris. À l'époque, je n'avais pas compris. Mais quand j'étais acquitté, j'étais à la maison avec un ministre que je tais le nom, et notre secrétaire général l'a appelé. Le ministre a dit, voilà, je suis avec l'excellence Eteni dans sa maison, je suis venu lui rendre visite. Et le secrétaire général voulait lui parler, le ministre m'a entendu le téléphone, et lui-même m'a dit ceci, que voilà, docteur Eteni, il y a des gens qui coûte que coûte ne voulaient pas que tu sortes de la prison, qui voulaient que tu sois condamné. Il m'a dit ça. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas ces gens-là. Je ne connais pas ces gens-là. Et un jour, j'étais chez un de mes petits, un cousin du président. Je suis allé lui rendre visite dans son bureau. Et quelqu'un, un conseiller du président, l'a appelé. Il l'a appelé. Et le cousin du président, là, souvent, il y a des gens qui ne veulent pas prendre le téléphone. Il y en a qui mettent la main libre. Alors, ces conseillers-là l'appellent. Et puis, il dit, voilà, on se retrouve quelque part. Il dit, non, je suis avec Kouloudou Eteni. Dès que je termine, j'arrive. Il dit, ah, tu es avec ces vieux-là. D'ailleurs, on va l'arrêter bientôt. Ce vieux-là est dangereux, on va l'arrêter. Et mon petit a été gêné. Il était obligé de couper le téléphone. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu as fait à ce conseiller? Moi, j'ai dit, je ne connais pas ce conseiller. Je ne l'ai jamais vu. On ne s'est jamais rencontré. On ne s'est jamais vu quelque part. Je ne connais pas ces noms-là. C'est la première fois d'ailleurs que j'apprends qu'il y a un conseiller comme ça. Et le petit a dit, regarde, c'est comme ça. Et voilà donc le complot dans lequel nous sommes. Et heureusement, Dieu est vivant. Dieu est vivant. S'ils pensaient que je suis dangereux, si ces gens-là pensaient que je suis dangereux, parce qu'un jour, je vais me battre pour la réorganisation du parti, ce jour est arrivé. Ce jour est arrivé et je vous rassure que cette démarche ira jusqu'à la fin. Voilà les recommandations pour revenir à notre texte. Voilà les recommandations que j'avais faites dans la lettre. Je propose l'organisation dans un plus bref délai d'un congrès du parti. Un congrès qui nous permettra d'examiner, de délibérer et de statuer sur toutes les questions et tous les problèmes soulevés liés à la gestion du parti. La restructuration du parti et définir le mécanisme de fonctionnement d'une administration efficace pour une gestion participative et professionnelle. Mettre en place des stratégies
de consolidation et de conservation du pouvoir après 2028. Parce que je vous assure que les gens ne pensent pas que après 2028, l'UDPS ne sera pas là. Si nous sommes en train de nous battre, c'est pour que l'UDPS soit présent après 2028. Définir des stratégies et des mécanismes d'accompagnement du chef de l'État dans ses efforts de mettre définitivement fin à la guerre et d'améliorer le bien-être des Congolais. Identifier des voies et moyens permettant d'établir une bonne collaboration entre le niveau national et les différentes fédérations en vue d'asseoir une implantation harmonieuse du parti. Redynamiser et restructurer les organes d'appui à la bonne marche du parti, tels que l'école du parti et la CDP, et créer une cellule stratégique de réflexion. Également, échéant la révision de certains articles du statut du parti en vue de son bon fonctionnement. Chers amis de la presse, voilà donc ce que nous revendiquons. Nous le faisons sans violence, en utilisant des moyens légitimes et statutaires. Et nous croyons fermement que la réforme de notre parti interviendra bientôt. Nous sommes plus que déterminés. Nous ne reculerons jamais. Dans les jours à venir, nous allons nous lancer dans les activités politiques de revendication. Je demande à nos fédérations, et à toutes nos représentations de l'extérieur de commencer déjà à faire des déclarations pour soutenir cette démarche pour la réorganisation de notre parti en attendant qu'on leur envoie le mémo qui sera rédigé le jour de notre grande rencontre à l'espace Sainte-Thérèse pour leur signature. Que personne n'ait peur. Il est festival. Que personne n'ait peur. Nous nous sommes déjà engagés dans un chemin de non-retour, sur une route à sens unique. Nous sommes dans l'obligation absolue d'atteindre notre but. Cette fois-ci, nous sommes très déterminés à mettre définitivement fin à la mégestion de notre parti. C'est maintenant ou jamais. Je demande donc à tous les membres du parti de nous rejoindre dans cette lutte noble qui va nous amener à la réforme historique de notre parti. Une lutte qui va redorer l'image ternie de notre parti. Une lutte qui va replacer l'UDPS sur l'échiquier international des partis politiques sérieux et dignes de ce nom.
qui se battent pour le bien-être de leur population, une lutte qui va surtout jeter des bases d'une administration professionnelle et efficace du parti pour que les générations à venir puissent hériter d'un parti fort et solide qui nous permettra de conserver le pouvoir de génération en génération. Je demande également, permettez-moi de le dire, je demande également à notre secrétaire général et son entourage il est possible. Je demande également à notre secrétaire général je lui demande et son entourage je lui demande de nous rejoindre dans cette lutte. J'en profite pour demander aux combattants qui nous ont rejoints dans cette lutte de ne pas répondre aux injures et à toutes sortes de provocations dans les réseaux sociaux. Je vous demande soit de garder silence, soit de répondre à les Il ne fait pas. Nous allons continuer pour citer. Chers combattants, cela étant dit, nous devons agir maintenant. Nous devons agir maintenant, car 2028, c'est demain. Nous devons commencer à préparer sérieusement les élections à travers une planification de 5 ans. Nous devons former nos propres leaders UDPS dans chaque territoire et dans chaque commune. Leur donner des moyens.